Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Bon, ça va, Bonjour à tous, bienvenue pour cette 5e conversation du programme Besoins en logement à l'heure de la transition écologique, où nous allons parler de la méthode actuelle d'estimation des besoins en logement par l'État. Pour ceux qui rejoignent la communauté BEL, vous rappelez que l'objectif du programme BEL, c'est d'améliorer la compréhension de l'articulation entre des notions telles que le besoin en logement, les enjeux climatiques, la transition écologique. Notions qui sont en fait toutes assez complexes avec de très nombreux embranchements. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller dans toute la complexité, dans tous les embranchements de ces articulations, avec un fonctionnement double, à la fois des temps d'échange réguliers entre acteurs et chercheurs, pour décortiquer le sujet, avancer ensemble. On a déjà fait donc 2 journées entières et 4 conversations, donc comme aujourd'hui sur des formats d'1 heure, 32 heures, pour avancer ensemble dans la compréhension du sujet. Et en parallèle, nous avons lancé un appel à recherche pour lequel les équipes de recherche ont jusqu'au 22 août pour candidater, afin de produire de nouvelles connaissances qui nous permettent d'aller plus loin, parce qu'on se rend compte qu'actuellement, et on le verra bien aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent et sur lesquelles on aurait besoin de l'apport de nombreuses disciplines pour pouvoir aller plus loin. Cet appel à recherche, on l'a axé sur 3 grands axes thématiques qui sont aussi un peu 3 grands thèmes qui nous semblent vraiment importants pour comprendre cette notion de besoin en logement à l'heure de la transition dans sa complexité. Le premier axe s'intéresse à ce que c'est qu'un besoin en logement, en se demandant quel est le lien, quels sont les déterminants de la demande, quel est le lien entre demande et besoin, comment est-ce qu'on peut appréhender cette part normative de la notion de besoin, mais aussi comment est-ce que les modes de vie plus sobres peuvent nous faire repenser cette notion de besoin. Le deuxième axe, planifié en temps d'incertitude, s'intéresse davantage à comment est-ce qu'on fait. L'exercice de besoin en logement, c'est toujours un exercice de dire, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, combien de logements, de quel type de logement, de quelle nature de logement aura-t-on besoin. Donc ça implique de composer avec incertitude qui est déjà en tant que telle importante, et que le changement climatique ne fait qu'accroître, incertitude qui est particulièrement grande quand on regarde des échelles qui sont plus petites. Et enfin, le troisième axe s'intéresse plutôt à la manière dont la réponse aux besoins au logement peut advenir et aux grandes questions macroéconomiques qui l'accompagnent. L'objectif de cette conversation aujourd'hui, c'est de se centrer donc plutôt sur la question de la planification, donc l'axe 2, et de faire un point sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui du côté de l'action publique. En gros, de présenter un peu le socle qui est aujourd'hui le besoin en logement, comment est-ce que c'est pensé par le service institutionnel du ministère en charge de la production des chiffres fiables. Excusez-moi, Eva. Oui.
Votre micro fonctionne très mal. Ah. Merci. Est-ce que ce micro-là fonctionne mieux? En fait, je pense que vous n'avez peut-être pas besoin de parler juste à côté, parce que sinon ça sature. Je pense que si vous mettez normalement, on entendra mieux. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Beaucoup mieux. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je m'écarte de mon micro. Ah, ça, c'est d'habitude, il faut s'y coller. Donc, je disais, donc, le programme BEL, améliorer la compréhension entre besoins, enjeux climatiques, transition écologique, 3 axes thématiques, comprendre ce que c'est comprendre la notion de besoin en logement, tout ce que ça implique, planifier en temps d'incertitude, ce dont on va parler plus aujourd'hui, avec quand même une grosse question autour du bouleversement climatique, et la manière dont on peut répondre aux besoins au logement. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de présenter où on en est du côté de la statistique institutionnelle sur le besoin en logement, quelles sont les bases de données disponibles, qu'est-ce qu'on en comprend et comment est-ce qu'on peut l'appréhender. Avec un temps, donc on va vous proposer une matinée en 3 temps. Un premier temps donc, de présentation par le service statistique, le SDES, d'un scénario qui est sorti hier, mais qui est, sur lequel le service travaille depuis un certain nombre d'années. Ensuite, ouvrir une discussion avec Pierre-Yves Cusset le Haut Commissariat à la stratégie au plan, j'arrive pas, ex-France Stratégie, pour continuer à voir un peu comment c'est appréhendé d'un autre côté de l'État, et ensuite vous présenter la manière dont les scénarios sont mis à disposition des collectivités locales via l'outil Othello. Dernière précision, on vous présente, ça nous a paru important de vous présenter ces éléments-là dans un moment où il y a un certain nombre d'équipes de recherche qui préparent une réponse à l'appel à recherche, parce que certaines d'entre elles peuvent réfléchir à comment elles vont s'articuler avec ces questions-là. Ce n'est pas obligatoire. On peut avoir des réponses qui sont qualitatives, qui sont d'un autre ordre, mais à partir du moment où c'est vraiment un socle de réflexion, ça nous paraissait intéressant de permettre à chacun de bien saisir ces questions-là. Et puis par ailleurs, l'actualité, le fait que les scénarios sortent, ça nous paraissait important de aussi coller à cette actualité. Sur ce, j'éteins mon micro et je laisse la parole à Olivier Haguet, donc, qui est sous-directeur des statistiques du logement et de la construction, et à Béatrice Boutchenik, qui était anciennement adjointe au Bureau des statistiques sur l'offre du logement. Pas tout à fait, mais presque. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, que je ne suis pas trop près du micro. Donc, je voulais d'abord remercier le PUCA pour cette invitation et l'organisation de ce séminaire. Donc, comme Eva l'a dit, donc, je suis Olivier Haguet, sous-directeur des statistiques du logement et de la construction au sein du service statistique des ministères de l'aménagement du territoire et de la transition écologique, et en particulier du logement pour ce qui nous concerne. Un petit mot sur le service statistique. On travaille sur 4 grands domaines que sont l'énergie, les transports, l'environnement et le logement. Donc il y a 4 sous-directions sur ces 4 grands domaines. Sur le logement, donc nous produisons en particulier, notre mission principale est de produire du chiffre, et donc certaines données que vous connaissez certainement, par exemple sur la construction neuve avec Citadel, sur les logements sociaux avec RPLS, des enquêtes sur la commercialisation des logements neufs, des prix des terrains et du bâti, des prix de revient des logements neufs, et puis des documents de synthèse comme le compte du logement, les notes de conjoncture, et ainsi de suite. Donc une grande partie de nos missions, c'est de produire du chiffre, et puis nous réalisons aussi des études comme celle qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors nous faisons partie du service statistique public, qui est coordonné par l'INSEE et qui est présent dans tous les grands ministères. Donc on a un cadre à la fois légal, un cadre
français puis européen qui nous permet à la fois de collecter des informations à travers des enquêtes et en obtenant des données à travers les sources administratives, voire des sources privées. Et puis un cadre aussi sur la façon de produire les données et les diffuser, avec un code de bonne pratique de la statistique européenne, donc un certain nombre de normes de qualité. Et puis aussi une certaine indépendance dans la production de nos données. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on travaille. Et on a quelques moyens d'études, assez peu, mais quelques moyens d'études. Et donc on fait quelques publications et tous les 3 ans, on va dire, un grand dossier. Et donc là, on vous présente aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir vous présenter ce dossier qui est très important pour nous et donc avec un super timing puisque il a été mis en ligne hier et donc on vous le présente aujourd'hui. Donc il a été réalisé essentiellement par Béatrice Bouchnik qui va assumer la présentation et par Guillaume Rateau. Donc tous deux étaient aux ES quand ils ont démarré ces travaux et puis ils n'y sont plus aujourd'hui mais ils ont suivi les travaux et les ont accompagnés jusqu'à leur diffusion, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, je les remercie beaucoup d'avoir réalisé ces travaux. Donc les besoins en logement, merci. Donc comme vous le savez, donc le besoin en logement est un instrument important de pilotage des politiques du logement. Donc nous, la statistique publique, on réalise cet exercice depuis des années. Vous connaissez probablement un rapport qui a été fait par le PUCA et l'USH sur l'historique du chiffrage des besoins en logement. Donc l'exercice existe depuis longtemps, mais le dernier que nous avions fait date de 2012, donc commence à dater un peu, et un peu ancien, donc il était temps que l'on réactualise ces travaux. Donc entre-temps, bien entendu, il y a un grand nombre de travaux qui ont été menés, notamment sur les territoires. Il y a notamment avec l'outil Othello qui va être présenté aussi tout à l'heure. Et puis, on a publié des projections du nombre de ménages qui ont été largement analysés et repris et qui est un peu le socle, l'élément principal de l'estimation des besoins en logement. Et puis, depuis cette dizaine d'années, il y a un contexte un peu nouveau. Il y a d'autres acteurs qui font des estimations que nous, services de l'État. Il y a des attentes importantes. Et puis, comme ça a été dit, il y a un contexte du changement climatique, alors qui existait déjà il y a une dizaine d'années, mais qui n'avait pas forcément été pris en compte dans ce chiffrage et que l'on a essayé de prendre en compte avec notamment des politiques publiques qui visent à résorber le parc, à mieux occuper en tout cas le parc existant, à le renouveler, à le réhabiliter. Donc voilà, des politiques publiques qui nous incitent à essayer de prendre en compte tout cela dans le chiffrage. Alors pour nous, le service statistique, c'est... Aïe, on a perdu l'écran, je ne sais pas si on a perdu les gens. D'accord. Vous nous entendez toujours à distance? On vous entend très bien, ouais, vous pouvez super. continuer. Ok, je continue. C'est juste que je ne vois plus l'écran, mais c'est pas grave, je l'ai à côté de moi, je continue. Oui, donc voilà, donc je disais que le contexte a évolué et donc nous, Statistiques publiques, on a voulu aller plus loin. Enfin, c'est toujours difficile pour nous parce qu'on ne peut mesurer que ce qu'on peut mesurer. Et donc on a essayé d'aller plus loin que l'exercice précédent. Et donc on a notamment essayé, analyser un peu à la fois les critiques qui avaient été faites des travaux et des exercices précédents et aussi les fortes attentes des différents acteurs autour de ce sujet. Et donc on a, dans ce nouvel exercice, essayé d'aller donc plus loin notamment, on est parti des territoires, donc ce qui n'était pas le cas de l'exercice précédent, pour essayer d'apprendre les différences d'inégalité de territoire dans les dynamiques de population notamment et des autres phénomènes. Et donc nos exercices par des territoires, alors vous verrez, c'est un territoire statistique que l'on a pris, et donc voilà, on n'a pas voulu rentrer dans le champ complètement des personnes qui mettent en œuvre les politiques locales. On a aussi fait une analyse du mal-logement, donc une estimation du mal-logement qui n'avait pas été fait dans l'exercice précédent. Et puis on a fait un certain nombre d'hypothèses sur la résorption du parc existant. Voilà, donc ce sont des nouveautés principales par rapport aux exercices précédents qu'on avait fait. Donc vous voyez, on essaye d'aller un peu plus loin.
Et puis, on a aussi amélioré l'ensemble des estimations que l'on a fait des différentes composantes que va vous présenter Béatrice, des différentes composantes du besoin en logement. Donc, il y a des améliorations techniques à travers de nouvelles sources utilisées, des combinaisons de sources et des méthodes qui nous permettent d'affiner les estimations par rapport à ce qu'on avait pu faire par le passé. Ça reste un exercice de projection de tendances passées observées. Voilà, j'insiste là-dessus. Donc, c'est pas un travail de prévision, c'est pas un exercice prospectif complet. Enfin, vous le comprendrez à travers la présentation. Voilà, on prend les tendances passées que l'on observe, on essaie de voir comment elles peuvent évoluer et on les projette sur l'avenir. Donc, c'est un exercice de projection. J'insiste sur ce mot. Vous verrez aussi qu'on n'a pas fait un chiffrage consolidé total. Béatrice l'expliquera, mais ce qu'on vous met à disposition, en fait, c'est un outil de projection, un outil d'aide à l'estimation des besoins en logement, avec différents scénarios, différentes hypothèses. Donc voilà, on s'est positionné sur les hypothèses sur lesquelles on était capable de se positionner, et puis sur d'autres, voilà, on a proposé différentes hypothèses dont chacun pourra s'emparer. Donc c'est un outil qui permettra à chacun de s'approprier nos résultats avec quelques données qui sont fiables et d'autres qui sont sujets à des hypothèses. Donc j'en ai fini pour mon introduction et je passe la parole à Béatrice. On a toujours un petit problème de projection de notre côté, c'est pour ça qu'on est un peu perturbé, mais voilà, je passe la parole à Béatrice. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour nous écouter présenter nos travaux. Donc effectivement, je remercie Guillaume Rateau, qui a été mentionné par Olivier, qui est mon co-auteur sur cette étude. Et je remercie également Adrien Charlet, qui nous a appuyé dans un certain nombre de chiffrages. Peut-être en attendant que les slides reviennent à l'écran, je vais vous indiquer quelques éléments de cadrage un peu structurants pour le chiffrage. Donc, un premier élément, c'est l'horizon de projection. On s'est arrêté à un horizon 2050, donc sachant que l'INSEE a des projections de population qui vont jusqu'en 2070, mais tout comme pour la projection du nombre de ménages, on estime qu'à horizon 2050, on commence à être sur des choses qui sont déjà suffisamment incertaines, avec des fourchettes qui s'ouvrent assez largement, et que poursuivre l'horizon au-delà de 2050 ne serait pas nécessairement très utile au vu des incertitudes qui pèsent sur le chiffrage. Un autre... Eux-mêmes ne voient pas le diaporama. Bah non, je ne crois pas. Ouais. On peut le partager. Il vaut mieux peut-être arrêter parce que... Après les premiers points, ils sont pas trop dans le support visuel. Bon. C'est bon, là, on a l'écran. Parfait. Ben non, c'est la bonne. Oui, donc la question de l'horizon de projection, merci. Et la question également qu'a un peu évoqué Olivier de la façon dont on effectue la projection. Donc une grande partie de la publication, tout comme les publications antérieures sur les projections de nombre de ménages, s'appuie sur une projection des tendances passées. Ceci étant, pour l'évaluation des besoins en logement, on est obligé à certains moments d'envisager des ruptures de tendance qui peuvent être assez fortes. C'est le cas notamment si on envisage une résorption des situations de mal logement. À partir du moment où on passe à cette notion de besoin, on est obligé de se demander dans quelle mesure justement il faut s'écarter de la tendance passée pour répondre aux besoins. Donc là-dessus,
c'est des éléments sur lesquels nous, en tant que statisticiens publics, on n'a pas forcément d'approche normative à proposer. Donc c'est des éléments sur lesquels, vous le verrez, les hypothèses restent très ouvertes. Donc par exemple, on reste assez indéterminé sur l'horizon de résorption des situations de mal-logement. Et c'est notamment pour cela que la publication ne propose pas de chiffrage consolidé de l'ensemble des briques d'évaluation. On propose pour chacune des briques, qu'on déclinera ensuite, des éléments de chiffrage avec différentes alternatives, mais on ne propose pas de scénario consolidé statistique publique. On estime que ce n'est pas notre rôle. Un autre élément important, une forme de nouveauté de la publication par rapport à ce qui a existé dans le passé, notamment par rapport à la publication de 2013, c'est le fait qu'on est passé par un échelon de territorialisation de l'évaluation. On fait une évaluation à l'échelle de la zone d'emploi. C'est notre brique initiale et à partir de ça, on réagrège. Et donc ça a son importance parce qu'on voit bien dans quelle mesure, par exemple, quand on considère des questions de mobilisation du parc existant, il faut confronter la localisation de ce parc à la localisation des besoins pour pouvoir en déduire des chiffrages. Voilà, donc on transite par cette maille géographique qui est celle de la zone d'emploi pour effectuer à la fin le chiffrage consolidé. Ceci étant, l'exercice n'a pas vocation à remplacer les évaluations locales du besoin en logement et notamment les évaluations qui peuvent être menées via l'outil Othello. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette étape territorialisée, mais ce n'est pas à nous de nous prononcer ensuite sur des évolutions très fines qui pourraient avoir lieu au niveau local en matière de besoin en logement. Et donc la slide suivante nous présente un petit peu la structure. Ok, parfait, merci. La structure de l'évaluation. Alors, on retrouve une structure qui est assez, je pense, assez classique et notamment qui se rapproche pas mal de celle qui peut être utilisée dans l'outil Othello. La brique principale de laquelle on repart, c'est donc celle du besoin en résidence principale supplémentaire. Donc là-dedans, il y a la question des projections de nombre de ménages, mais également la question de la résorption du mal-logement. À ceci s'ajoute la contribution des résidences secondaires et des logements vacants. Comme on le verra, c'est une contribution qui peut être à la fois positive si on envisage ces statuts d'occupation comme porteurs de besoins supplémentaires, ou au contraire une contribution qui pourrait être négative si on envisage ça plutôt comme un gisement qu'on pourrait mobiliser. L'agrégation de ces deux briques, ça nous donne le besoin en logement supplémentaire, c'est-à-dire quelle serait l'évolution de la taille du parc qui serait nécessaire pour pour répondre à l'ensemble des besoins sur le territoire. Et ensuite, pour passer de ce besoin en logement supplémentaire au besoin en construction neuve, il y a besoin d'une dernière brique qui rassemble l'ensemble des transformations du parc existant. Donc il va y avoir des divisions et des fusions de logements, des démolitions de logements qu'il va s'agir de compenser en matière de construction neuve et des changements d'usage, aussi bien depuis le non résidentiel vers le résidentiel que vice-versa. Et donc la publication reprend dans son plan l'ensemble de ces différentes étapes. Avec, par contre, comme je l'ai dit juste avant, pas de consolidation in fine de quel est le besoin total en construction neuve à horizon donné. Donc pour ce qui est des projections du nombre de ménages, les résultats de la publication sont déjà assez largement connus, vu qu'on repart vraiment du travail qui a été effectué et qui a été publié en fin d'année 2023. Simplement, cette fois-ci, c'est décliné à l'échelle de la zone d'emploi, là où auparavant on était à l'échelle du département. Et par ailleurs, il y a une question qui se pose dans la transposition de la projection du nombre de ménages aux besoins en résidence principale supplémentaire, qui tient au fait qu'on peut avoir dans certaines zones d'emploi des diminutions du nombre de ménages, et ces diminutions ne vont pas forcément compenser les progressions qu'on a par ailleurs. Donc les principaux messages
une fois encore, ils sont déjà connus, c'est qu'on aurait, si on prolonge les tendances passées, une concentration territoriale accrue du nombre de ménages à horizon 2050, et donc notamment les 16 zones d'emploi les plus dynamiques de France métropolitaine, qui comprennent 30% des ménages en 2020, elles comporteraient 49% du surcroît de ménages attendu sur la période. Donc une surconcentration assez forte qui d'ailleurs pose des questions. On envisage à un endroit de la publication un scénario de rééquilibrage territorial, mais là-dessus, il y a beaucoup de choses qui peuvent être envisagées. La carte que vous avez sur la droite, là, à l'écran, en fait, elle donne pour chaque zone d'emploi la décennie au cours de laquelle, selon, encore une fois, le scénario central population-ménage, la décennie dans laquelle il y aurait le pic de nombre de ménages projetés. Donc on retrouve des choses qui étaient déjà assez bien documentées. On retrouve la diagonale des faibles densités qui pourrait avoir un pic du nombre de ménages assez rapidement, et au contraire des zones d'emploi en bleu foncé qui verraient leur nombre de ménages progresser au-delà de 2050. Mais donc cette question du pic du nombre de ménages qui est atteint avant 2050 pour un certain nombre de zones d'emploi, elle pose question parce que ce n'est pas parce qu'à partir d'un certain moment, le nombre de ménages va diminuer dans ces zones d'emploi qu'à l'échelle nationale, ça va compenser un besoin qui s'exprimerait par ailleurs. Donc il faut faire une consolidation, en fait, il faut neutraliser les diminutions du nombre de ménages pour arriver au chiffre national du nombre de résidences principales dont on aurait besoin. Donc les chiffres qui résultent de cette consolidation sont donnés dans le tableau en bas à l'écran, et notamment donc dans le scénario de population centrale. Sur l'ensemble de la période 2020-2050, on parviendrait à un besoin de résidences principales supplémentaires de 4 millions. La contrepartie de ces diminutions dans les territoires en déprise, c'est qu'il y a une vacance supplémentaire qui se créerait de façon un peu mécanique. On y reviendra. Donc la deuxième grande brique, c'est la résorption du mal-logement. Pour le mal-logement et le traitement du mal-logement et sa transcription en termes de besoins en résidence principale, les situations qui ont été considérées sont... tout d'abord, évidemment, la privation de logements propres. Là, on voit bien qu'on a un effet direct dans lequel on comptabilise un besoin en logement supplémentaire pour chaque situation de privation de logement propre. Ça va inclure ces situations de privation de logement, à la fois les situations des personnes sans-abri hébergées à l'hôtel, en habitat de fortune ou en hébergement social et adapté, mais aussi un certain nombre de situations de cohabitation subie chez de la famille ou chez un tiers. Et là-dessus, pour effectuer le chiffrage, on s'appuie sur les demandeurs de logement social, avec un exercice de projection aussi qui est fait pour tenir compte du fait qu'on pourrait avoir un nombre de situations de cohabitation subie des jeunes chez leurs parents qui, en tendanciel, augmenterait à horizon 2050, et donc qu'il faudrait résorber en plus. Les deux autres briques pour le mal-logement qu'il s'agirait de résorber avec de la construction supplémentaire, ce sont les besoins liés aux situations d'inadéquation physique des logements. Donc les résidences principales qui sont trop petites pour leurs occupants et les résidences principales qui sont trop dégradées. Pour les résidences principales qui sont trop petites, on s'appuie sur une notion subjective plutôt que sur les normes de peuplement qui peuvent être habituellement employées. Et on fait un exercice de réallocation pour, en gros, voir au sein d'une zone d'emploi donnée dans quelle mesure est-ce que les logements qui sont jugés trop petits par leur ménage peuvent convenir à un autre ménage, en faisant l'hypothèse de l'équivalent d'une pièce supplémentaire qu'on attribuerait à chaque ménage. Pour les résidences principales trop dégradées, on retient une notion de logement de mauvaise qualité d'après l'enquête logement, mais on n'a pas d'informations supplémentaires concernant la possibilité de réhabiliter, de rénover ces logements. Donc là, dans le chiffrage juste après agrégé, on fait une hypothèse un peu maximaliste où l'ensemble de ces résidences principales donnerait lieu à un besoin en logement supplémentaire et donc ne pourrait pas être réhabilité. Donc
l'ensemble de ces situations, ça donne un total d'environ 1,5 million de besoins en logement nécessaires afin de résorber les situations de mal-logement. Là-dessus, finalement, il y a une partie relativement réduite qui tient aux situations d'absence de logement. C'est environ 0,12 millions plus 50 000 logements environ qui sont vraiment de l'habitat de fortune, donc pas considéré comme un logement propre. Par contre, on a des volumes beaucoup plus importants pour les situations de cohabitation subie, où on est sur environ 0,6 millions de situations, et les résidences trop petites ou trop dégradées, on est sur 0,7 millions au total. Comme je le disais plus tôt, on ne propose pas de scénario privilégié pour l'horizon de résorption de ce stock. On donne quelques chiffres indicatifs qui permettent de voir notamment dans quelle mesure une éventuelle accélération de la production de logements abordables pourrait venir répondre à ces situations, mais voilà, on laisse l'horizon de résorption assez ouvert. Et une petite note pour finir, c'est que donc, les logements inadéquats, donc trop petits ou trop dégradés, qui induisent un besoin en logement supplémentaire à cette étape-là, en fait, mécaniquement, ils induisent aussi de la vacance par ailleurs, puisqu'ils ne peuvent pas être occupés par définition. Je vois qu'il y a une question. Je vais faire une petite inversion par rapport à la publication où on parle d'abord des résidences secondaires puis des logements vacants. Je vais commencer par les logements vacants justement en lien avec ce que je viens de vous dire sur les situations d'inadéquation. Pour les logements vacants, en fait, on a un traitement qui est différencié en fonction de la durée de vacances. On fixe le seuil de notre côté à 1 an. En lien avec notamment la publication qu'on a sortie sur le sujet également fin 2023, en faisant l'hypothèse que la vacance de durée inférieure à 1 an, c'est une vacance qui est nécessaire à la fluidité des mobilités résidentielles. C'est une vacance qui est, pour une bonne partie, incompressible, même si c'est discutable, mais, et qu'en fait, cette vacance courte, elle va accompagner l'évolution du parc de résidence principal. En tout cas, l'évolution du parc de résidence principal en flux. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on applique à chaque zone d'emploi le ratio vacances courtes sur résidence principale qui est observé en 2021 et qui vaut 5,4% à l'échelle nationale. Voilà, on applique ça pour en déduire un besoin en logements vacants de courte durée supplémentaires qui vont être nécessaires pour assurer la fluidité du parc. Pour les logements vacants longue durée, on est sur des problématiques un petit peu différentes dans notre traitement de ces situations. Donc, d'une part, il y a potentiellement une création de vacances supplémentaires qui est liée à l'inadéquation des logements. Ça, c'est des choses qu'on vient d'évoquer juste avant. Et donc, notamment, il y a une inadéquation territoriale avec les logements qui sont situés dans des territoires en déprise dont une certaine partie deviendrait vacant parce qu'il y a de moins en moins de ménages à loger. Les logements trop petits et trop dégradés qui deviendraient inhabités. Donc ces 3 facteurs, ils ont déjà été pris en compte à l'étape précédente et ça représente, selon les scénarios de population, entre 0,85 et 1,8 million de logements vacants supplémentaires, donc quand même potentiellement un volume important. On évoque aussi dans la publication d'autres facteurs de vacances supplémentaires, notamment liés au vieillissement de la population. Donc d'une part avec la question des personnes âgées qui résident en établissement en EHPAD, et d'autre part la question des successions, mais en tout cas à l'aune des éléments dont on dispose en matière de chiffrage, ce seraient des volumes qui resteraient relativement réduits. Donc ça, c'est pour les facteurs de progression. Mais d'autre part, on peut considérer que le parc de logements vacants, notamment longue durée, c'est un gisement potentiel qu'on pourrait mobiliser afin de répondre aux besoins en résidence principale. Et donc c'est là, encore une fois, qu'il est intéressant d'avoir la territorialisation de l'exercice parce que ce qu'on peut faire, c'est regarder dans quelle mesure, selon le taux de vacances durables qu'on veut atteindre au sein de chaque zone d'emploi, est-ce que ça pourrait répondre à un besoin en face. Je ne vais pas trop détailler parce que je vois que le temps file.
Sur les résidences secondaires, l'évaluation qu'on propose, elle s'appuie sur, on fait le lien avec les projections démographiques, là encore. Et en fait, donc ça part de l'observation, qui était déjà un petit peu connue, selon laquelle la détention des résidences secondaires, elle s'inscrit dans une logique de cycle de vie, et notamment il y a un profil de détention de résidences secondaires qui est très croissant avec l'âge. Par ailleurs, au-delà de cet effet âge, il y a un effet de génération, où il y a eu une génération, celle qui avait, on voit entre 50 et 59 ans en 2001, en bleu clair sur la courbe, qui a connu une détention de résidence secondaire plus élevée que les générations suivantes. Et donc on tient compte de cet effet génération en projection pour en déduire un profil de taux de détention à horizon 2050. Et ce profil, on l'applique au scénario de population de l'INSEE pour en déduire le besoin en résidence secondaire. Voilà, donc dans le scénario central, on est sur 0,6 millions de besoins supplémentaires. Il y a un scénario pied-à-terre qui est exploré dans la publication, je vous laisserai le découvrir. Pour les résidences secondaires, tout comme pour les logements vacants, on peut aussi se dire que, notamment pour la question des meublés touristiques, même si on ne sait pas bien les identifier dans les sources fiscales, on pourrait voir ce parc comme également un stock potentiel à mobiliser. Et donc là encore, il y a un exercice qui est fait en comparant la localisation des résidences secondaires à celle du besoin en résidence principale pour en déduire des volumes potentiels mobilisables en fonction d'hypothèses sur la partie du parc de résidences secondaires qu'on veut mobiliser. Et donc, tout comme pour la vacance, on ne se prononce pas sur la cible, on laisse la question assez ouverte. Enfin, la dernière brique, c'est celle du renouvellement et de la transformation du parc de logement. Donc là-dessus, le petit schéma vous indique les différents types de mouvements qui sont considérés. Donc au sein du parc de logement, dans la brique verte, on a à la fois des divisions et des fusions. Donc des divisions qui viennent minorer le besoin en construction neuve pour un besoin en logement donné et des fusions qui, au contraire, viennent le majorer. On a des logements qui sortent du parc par démolition et donc qu'il faut venir compenser en matière de construction neuve. Et puis, dans la partie gauche, on a les flux entre non résidentiel et résidentiel, entre non résidentiel et parc de logement. Au global, sur la période 2018 et 2023, on a une réduction moyenne du parc de logement liée à ces phénomènes qui est de 27 000 logements par an et donc qui induit, qui, en projection, on va le voir juste après, induit un besoin en logement supplémentaire. Pour la projection, il y a un exercice un peu différent qui est fait en fait, pour l'ensemble des flux, sauf pour les démolitions qui donnent lieu à densification. On fait simplement une prolongation des volumes à l'identique. La projection vraiment reprend la tendance passée. Par contre, pour les démolitions qui donnent lieu à densification, on fait l'hypothèse qu'il y en a une partie qui sont liées aux besoins en résidence principale, que c'est le fait qu'on ait besoin de plus de logements à un endroit qui fait qu'on va devoir trouver des emprises sur lesquelles densifier et donc démolir l'existant pour reconstruire. Et donc cette partie-là, on va venir en fait la projeter en lien avec le besoin en résidence principale. Et c'est ça qui fait que dans le tableau que vous avez là en bas, le volume, enfin l'estimation dépend du scénario de population et donc du scénario de nombre de ménages. Voilà. Et puis par ailleurs, il y a un scénario ZAN qui est proposé, qui n'a pas un impact très fort, mais l'idée c'était d'évaluer dans quelle mesure est-ce que le fait justement de ne plus pouvoir construire en extension et de devoir se reporter sur plus de démolition-reconstruction induisait un besoin supplémentaire, au-delà des marges qu'on peut dégager pour atteindre le ZAN sur la mobilisation du parc existant, vraiment juste l'effet sur les démolitions-reconstruction. Et là encore, on essaie de faire une évaluation du gisement, enfin du potentiel mobilisable au sein du parc existant pour la question des logements trop grands. Donc on s'appuie là encore sur une notion subjective des ménages qui déclarent que leur logement est trop grand par rapport à leurs besoins et on regarde en fonction de la proportion qui pourrait faire l'objet
dont on pense qu'elle pourrait faire l'objet d'une division, quel est le besoin auquel on pourrait répondre par ce biais. En termes de mobilisation du parc existant, on aurait espéré pouvoir faire l'exercice aussi pour les locaux non résidentiels. Dans cette partie, malheureusement, les données disponibles ne le permettent pas. On propose juste quand même un éclairage sur la question des transformations de bureaux en logements, pour lesquels il y a des données sur l'Île-de-France. Voilà, donc pour récapituler très rapidement sur les grands ordres de grandeur, les grands agrégats, si on reprend les chiffres sur la période 2020-2050 et qu'on reprend les projections démographiques centrales, on est sur un besoin d'environ 4 millions de logements pour répondre aux évolutions projetées du nombre de ménages, auquel s'ajoute un besoin d'1,5 million pour résorber le mal-logement sur une période qui reste à déterminer. Par ailleurs, pour les autres statuts d'occupation, donc on est sur quelque chose de l'ordre de 0,6 million pour la hausse des résidences secondaires, 0,2 million de logements pour la hausse des logements vacants de courte durée. Et donc, la question des logements vacants de longue durée qui progresseraient également, mais qui ont déjà été inclus dans les lignes du haut, dans les 4 plus 1,5 million. Et enfin, toujours selon la tendance centrale, on aurait 0,5 million de logements de plus à construire en raison des transformations du parc et notamment des démolitions. Et enfin, donc, sur les briques sur lesquelles on ne se prononce pas et pour lesquelles on laisse le paramétrage ouvert, juste à titre d'exemple, si on visait un taux de vacances longue durée de 3% à l'échelle de chaque zone d'emploi, donc qui ne serait pas forcément atteint partout vu qu'il y a des endroits où il n'y a pas de besoin en face, mais cette cible permettrait la mobilisation l'atteinte de cette cible permettrait la mobilisation de 0,6 million d'unités et donc viendrait minorer le besoin en construction. Une mobilisation de 10% des résidences secondaires minorerait le besoin de 0,3 million d'unités, là encore après confrontation avec la localisation du besoin, et de même pour les logements trop grands, on serait sur 0,4 million d'unités. Très rapidement, ça nous paraissait intéressant de vous indiquer, il y a encore beaucoup de questions qui restent ouvertes suite à cette publication. Il y a beaucoup de pistes qu'on évoque, mais sur lesquelles on ne dispose pas forcément d'éléments de chiffrage. Là, on a choisi d'en indiquer un certain nombre qui nous ont particulièrement interrogés. Il y a la question de l'évolution du rythme d'obsolescence du parc. En fait, implicitement dans la publication, l'hypothèse qui est faite, c'est que le parc va continuer à devenir obsolète d'année en année au même rythme que les années précédentes. On en tient compte en fait au moment des démolitions. On fait l'hypothèse qu'on continue d'avoir ce flux de logements qui sont d'abord occupés mais en mauvais état, puis inoccupés du fait de leur obsolescence, puis qui in fine seraient démolis. Mais en fait, là-dessus, il pourrait y avoir des évolutions assez fortes, notamment parce que selon les périodes de construction, la durée de vie des logements n'est pas nécessairement la même. D'autre part, éventuellement, du fait de normes. Donc là, on peut penser à la question de l'interdiction de location des passoires thermiques et d'un certain nombre de passoires thermiques qui, si elles ne pouvaient pas être réhabilitées ou bien passer en propriété occupante, pourraient devenir obsolètes à l'aune des normes mises en place. Et puis un point un peu spécifique d'obsolescence qui est celui des risques climatiques, qui fait qu'une partie du parc deviendrait inhabitable potentiellement dans les décennies à venir. Là-dessus, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'il y a encore beaucoup de pistes à creuser. Il y a la question du rééquilibrage territorial, pour laquelle nous, on propose une piste un peu de prospective qui s'appuie sur ce qui s'est passé avant, après Covid. Mais là-dessus, il y a évidemment beaucoup de choses qui pourraient être explorées sur notamment les questions de réindustrialisation. Voilà, donc là-dessus, c'est sûr que le fait de projeter les tendances passées est un point structurant et qui peut être largement questionné. Il y a le point que j'évoquais juste avant sur la mobilisation des locaux non résidentiels, sur lesquels je pense que notamment à l'échelle locale, il doit y avoir des évaluations intéressantes à mener, mais nous, à l'échelle nationale, avec les données disponibles, on ne pouvait pas bien évaluer quel serait le stock de locaux qu'on pourrait mobiliser. Et puis, dernière question qui reste ouverte, c'est celle de la typologie des besoins.
On avait proposé l'an dernier une publication web assez brève sur la déclinaison des projections de ménage par taille de ménage, mais il y a la question ensuite de comment on traduit ça en termes de besoins, qu'est-ce que c'est un bon logement pour une personne seule, voilà, toutes ces questions-là qui sont encore sujettes à beaucoup de débats. Je voulais juste dire un mot en conclusion, enfin c'est pas vraiment une conclusion, mais vous dire que donc la publication est en ligne depuis hier, comme on l'a dit. Les données par zone d'emploi ne le sont pas encore, donc sur l'avant-dernière slide, enfin voilà, tous ces éléments-là seront mis à disposition pour chaque zone d'emploi, mais on ne sait pas encore exactement à quelle date, mais prochainement. Voilà, elles ne sont pas disponibles à ce jour. Et on n'a pas encore fait une communication des résultats sur LinkedIn ou autres médias, mais on va le faire très prochainement. Voilà, je voulais juste rajouter cette précision. Merci. En bref, on a vraiment le droit à un prime time, c'est top. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui nous écoutez, si vous avez des questions de compréhension, des questions un peu pratiques, on vous propose de prendre 5 petites minutes. Ceux qui n'ont pas de questions de compréhension ont le droit de se prendre un café. Il y a déjà une question dans le chat sur la manière dont les colocations sont prises en compte au niveau statistique. Est-ce qu'une colocation, c'est un ménage ? Et est-ce que ça peut rentrer aussi dans la définition du mal logement lorsque c'est une colocation subie ? On répond maintenant ? Oui. Oui, donc une colocation, a priori, au sens du recensement de la population, ça va correspondre à un ménage. Donc, ça va être des ménages complexes. Enfin, les colocations à 2 personnes vont entrer directement dans les questions des cohabitations, recohabitations. Et puis avec 3 personnes et plus, on va être dans des questions de ménages plus complexes. Et pour ce qui est de la prise en compte dans le mal logement, en fait, ça va être pris en compte, mais tout comme les autres situations, uniquement dans la mesure où la personne déclare, enfin, est demandeuse de logement social et déclare vivre chez un tiers. Donc pour ce qui est des personnes en colocation qui ne sont pas dans une situation où ils vivent chez un tiers, mais qui souhaiteraient décohabiter tout de même, ça non, a priori, on ne les prend pas en compte. Alexandre Coulonde, je vois que tu as levé la main, je te laisse intervenir. Merci Eva. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette présentation très intéressante. On voit que la méthode évolue beaucoup, donc ça pose plein de questions. Moi j'en avais une, c'est que en fait vous avez fait des estimations sur différents volets sans vouloir les regrouper à la fin. On va dire l'inclination du lecteur va être de très certainement en faire la somme. Est-ce que pour vous c'est ça résonne beaucoup. judicieux d'un point de vue méthodologique? Autrement dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des doubles comptes? Est-ce que la méthode est pensée pour qu'il n'y ait aucun double compte et qu'on puisse additionner les volets les uns après les autres? Merci. Oui. Excusez-moi, ça va beaucoup. Il y a peut-être des micros qui sont allumés. Ok, en fait, je pense que c'est parce que nous, le son est mis directement dans la salle. Donc, pour redire donc, la question, donc Alexandre Coulonde, qui est un des 2 auteurs du rapport sur l'évolution des indicateurs de besoins en logement, posait la question de dire, là, le choix de la publi du SDES est de poser différents volets sans les sommer. Est-ce que l'utilisateur peut avoir la tentation de se contenter de les sommer? Est-ce que c'est faisable ou pas? Et pour les questions suivantes, je vous invite, si possible, à plutôt les mettre dans le chat. Oui, donc a priori, la publication est justement pensée pour bien indiquer là où il pourrait y avoir du double compte. Et je pense en particulier à cette question de l'inadéquation des logements d'un côté, qui est prise en compte dans le besoin en résidence principale supplémentaire et dans la résorption du mal logement, et d'un autre côté, les situations de vacances supplémentaires induites. Là-dessus, normalement, par exemple, quand on fait la synthèse de la publication, on ne réindique pas justement la vacance supplémentaire induite
pour pas que quelqu'un qui aurait lu la publication en diagonale compte à la fois du besoin lié au mal logement et du besoin lié à la vacance. Donc normalement, on a quand même essayé d'éviter au maximum d'apporter suffisamment d'éclairage pour éviter ce type de situation. Et les différentes briques sont suffisamment dissociées pour qu'on puisse refaire l'addition soi-même. Juste en complément, en fait, on ne peut pas totalement faire l'addition parce que, par exemple, sur le mal logement, on n'indique pas l'horizon. Donc voilà, si quelqu'un fait l'addition, il choisit lui-même un horizon. Et puis, sur la résorption du parc existant, là aussi, on affiche différentes hypothèses. Donc voilà, donc chacun fera ses choix. Mais en effet, si quelqu'un veut faire l'addition, il fait lui-même des choix pour pouvoir faire l'addition complète. Et dans ces cas-là, il construit son scénario. Je vous propose de passer, on se garde un temps de débat, de discussion en fin de séance. Je vous propose de passer tout de suite la parole à Pierre-Yves Cusset, qui travaille donc à l'ancien France Stratégie, désormais au commissariat à la stratégie et au plan. Voilà, pour ouvrir un peu la discussion, comment est-ce que vous recevez ces nouveaux scénarios ? Pour vous, voilà, cet exercice de prospective, comment est-ce que vous l'approchez au commissariat, à la stratégie, au plan ? En quoi est-ce que cette nouvelle méthode, elle peut vous intéresser ? Ou inversement, qu'est-ce qui vous manquerait pour avancer, vous, dans vos réflexions ? Merci beaucoup. Alors, d'abord, merci de m'avoir invité. Effectivement, au commissariat, à la stratégie, au plan, on prévoit dans les mois qui viennent de lancer un exercice de prospective à 2 horizons, 2035 et 2050. Alors, un exercice général de prospective, mais il y aura forcément la question du logement qui sera abordée. Donc, on est très heureux de pouvoir disposer de ce travail. Et je vais vous faire quelques petites remarques sur ce que je retiens, moi, de ce travail. D'abord, franchement, je suis très impressionné par ce travail. Je connaissais les travaux de 2012 et là je pense qu'il y a énormément d'innovation en fait. Là on était obligé d'aller assez vite. Moi j'ai eu la chance de pouvoir regarder le document en avant-première. J'ai lu 2 fois et je n'ai pas encore tout absorbé. Et je pense qu'on pourrait faire plein de publications ou de sous-publications sur des aspects qui sont abordés. Là je me suis fait un schéma, c'est mon schéma à moi pour justement synthétiser l'information, pour essayer de comprendre en fait comment tout ça s'imbrique, et notamment comment on passe du nombre de ménages qui est affecté par la démographie au nombre de résidences principales induites par l'évolution du ménage, en tenant compte du fait que les logements ne se déplacent pas, et donc de passer à la zone d'emploi, donc avec la notion de polarisation, spécialisation géographique. Ensuite, les besoins de résorption du mal logement, les résidences secondaires, la vacance frictionnelle, et puis la transformation du parc. Donc moi, j'ai pas additionné, mais enfin, je les ai mis pour les avoir en tête. Et donc, franchement, c'est très impressionnant comme travail. Parmi les nouveautés qui m'ont particulièrement intéressé, le fait de chiffrer les besoins liés à la résorption du mal logement. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, notamment en prenant en compte les logements trop petits et non réallouables à la maille zone d'emploi. Les effets sur la vacance à la baisse d'un potentiel rééquilibrage géographique. Donc si on rééquilibre, donc là on a vu qu'il y avait une polarisation géographique qui allait se poursuivre dans le scénario, disons, central. S'il y avait un rééquilibrage géographique, qu'est-ce que ça signifierait en termes d'effet sur la vacance, mais pas uniquement d'ailleurs cet effet-là. Tous les chiffrages qui sont réalisés sur les possibilités de mobilisation du bâti existant, donc on a vu les résidences secondaires, ça a été évoqué, les logements trop petits pour certains ménages qui pourraient être réalloués à d'autres ménages, à l'inverse les logements trop grands qui pourraient être également réalloués, les bureaux, en tout cas le non résidentiel, et puis les logements vacants de longue durée. Donc à la limite, chacun de ces éléments pourrait faire l'objet d'une publication, de mon point de vue.
si je dézoome un peu, moi, ce que j'en retiens quand même, c'est l'effet démographique. C'est assez intuitif, évidemment. Il y avait déjà la publication en 2023, effectivement. Mais quand même, outre l'effet démographique global et donc sa sensibilité aux hypothèses, donc je vais peut-être y revenir un petit peu, il y a le cadencement de cet effet, qui est quand même très impressionnant. On voit que les décennies se suivent, mais ne se ressemblent pas du tout sur l'aspect besoin en logement lié à l'effet démographique. On est à 208 000 besoins résidences principales liés à cet effet démographique sur la première décennie, donc 208 000 par an, et on tomberait à, donc je parle du scénario central, hein, toujours, on passerait à 55 000 pour la décennie 2040. Je ne sais pas si nous y sommes tous préparés, et si notamment le secteur de la construction s'y est préparé. Enfin, c'est quand même un choc très important. Moi, je m'intéresse beaucoup au choc démographique, au choc du vieillissement sur les finances sociales. Donc c'est un choc important, mais là, on voit qu'on a un choc quand même d'ampleur très importante. Qui peut être compensé, enfin si on prend en termes de construction, qui peut être compensé par le fait qu'il y ait des besoins en logement, enfin de résorption du mal logement, mais enfin quand même, ça me semble quand même impressionnant. Quelques questions et remarques qui permettront de lancer la discussion, même si elle a déjà commencé. Peut-être qu'il faudrait un tout petit peu mieux documenter, ou on pourrait peut-être mieux documenter le passage de la croissance du nombre de ménages à l'échelle nationale. Donc là, c'est un peu ce que j'ai fait dans ce schéma, à l'évolution des ménages à la zone d'emploi. Donc vous dites en fait, donc l'évolution du nombre de ménages, si on ne prenait pas en compte ça, si on ne prenait pas en compte cet effet de polarisation géographique, hein, si j'ai bien suivi, on serait à 3,6 millions entre 2020 et 2050. Mais le fait que les logements ne bougent pas et qu'il y ait une polarisation géographique, on serait à 4 millions. Donc c'est un effet que vous jugez dans le document peu important, mais enfin c'est quand même plus de 10% quand même. Donc c'est quand même pas négligeable. Et puis je pense que c'est quand même une nouveauté par rapport aux précédents travaux de projection. Si on veut pouvoir tous ensemble s'approprier ce travail, je pense qu'on pourrait apporter quelques éléments de documentation de ce travail. Je pense notamment au chiffrage de la contribution des différents facteurs. Donc il y a le démographique pur, donc c'est-à-dire espérance de vie, fécondité, migration. Il y a les comportements de cohabitation, donc avec plusieurs scénarios aussi. Il y a la polarisation géographique. Donc ça, c'est purement sur les aspects résidence principale, donc le premier cadre bleu. Donc voilà, si on avait un tableau un petit peu des différents facteurs et de leur contribution, ça me semblerait utile, si c'est possible. Plus généralement, même avoir un grand tableau de synthèse avec toutes les hypothèses, parce qu'en fait, il y a des hypothèses qui sont faites sur la démographie, il y a des hypothèses qui sont faites sur la cohabitation, il y a des hypothèses qui sont faites... il y a plein d'hypothèses, et donc des fois, le lecteur, même attentif, des fois a du mal à suivre quelles hypothèses sont faites. Et donc avoir ce tableau, et puis pour éventuellement peut-être se dire, si on changeait cette hypothèse, qu'est-ce que ça changerait, quoi. Par exemple, cohabitation subie dans la famille. Donc, pour projeter cette cohabitation subie dans la famille, on regarde l'évolution de la part de population concernée par âge et on extrapole linéairement à partir de l'évolution observée, si j'ai bien compris, observée entre 2016 et 2021. Donc, un scénario alternatif, ce serait juste de dire, on la garde à son niveau de 2021, par exemple. Alors, sur la démographie, j'évoquais le fait qu'il y ait des incertitudes, évidemment. Donc, on le voit avec les 3 scénarios de base, qui sont bas, médian et haut. Il se trouve, et d'ailleurs, il y a un encadré dans le rapport qui fait référence, qu'on a déjà du recul aujourd'hui par rapport au scénario démographique de l'INSEE, et on voit qu'on est déjà dans un scénario très différent, en fait, qui n'existe pas en fait, dans les 14 scénarios démographiques de l'INSEE. C'est un scénario, en fait, aujourd'hui, c'est une réalité plutôt qu'un scénario où la natalité est très faible et où les migrations sont beaucoup plus élevées que prévu, quoi. Et ce mixage, je ne sais pas trop ce que ça donne. C'est-à-dire que est-ce que l'un compense l'autre? Pas forcément, parce que la natalité, on est à 0 ans par définition. La migration, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a comme finesse de données sur les migrations et sur les soldes migratoires dans les projections, mais à quel âge est-ce qu'on migre? Est-ce qu'on migre personne seule, couple sans enfants, couple avec enfants? Tout ça, ça a un impact évidemment
sur la demande potentielle de logement. Oui, peut-être aussi avoir des éléments de sensibilité à différentes hypothèses de poursuite ou non de la polarisation géographique. Donc vous faites un scénario dans lequel il y a le contrat de polarisation, je ne sais plus comment vous l'appelez, géographique, le rééquilibrage géographique, voilà. Donc ça vous commencez à le faire déjà, mais peut-être avoir plus d'éléments là-dessus. Sur les démolitions et l'obsolescence, donc à chaque fois on projette, donc on regarde ce qu'il en est aujourd'hui et comment ça a évolué dans le passé pour voir si on prolonge les tendances. Simplement, j'aurais aimé avoir des informations. Enfin, j'aurais aimé, c'est pas forcément vous qui les donnez. Hein, je dis voilà, dans l'absolu, j'aurais aimé avoir des éléments d'information sur la part des démolitions qui sont liées à l'obsolescence du logement, à la déprise de certaines zones en fait où les gens n'habitent plus. Et puis aussi à des politiques volontaristes de rénovation urbaine. Donc, quelle est la part? Donc, bon, moi, j'ai travaillé un petit peu sur le PNRU, sur son évaluation. Donc, voilà, il y a aussi des logements qui deviennent obsolètes, alors qu'en fait, c'est pas tellement le logement, c'est le quartier qui devient obsolète. Parce que là, les conditions de vie, ils sont telles qu'on décide de démolir pour reconstruire, pour dédensifier, pour le coup, là, ou pour varier les statuts d'occupation, etc. Sur les risques climatiques, donc, ça a été évoqué. Donc, nous, au commissariat à la stratégie et au plan, on a sorti hier, je fais un petit peu de publicité, un rapport sur la mutualisation des risques climatiques. Donc, il n'y a pas de nouveau chiffrage, hein, je le dis tout de suite. Mais enfin, on réfléchit quand même, bien sûr, à la façon dont on va faire face à ces risques climatiques. Alors, en fait, vous avez répondu à la question, mais moi, j'aurais bien voulu avoir un schéma à la fin où on passe des évolutions démographiques, ensuite aux besoins en logement et ensuite aux besoins en construction. Mais je comprends que pour des raisons de sensibilité, ça ne sera pas fait. Mais bon, après, chacun, effectivement, peut le faire pour lui, mais bon, je pense que les gens le feront. Voilà. Et bon, voilà, je vais m'arrêter là, en fait. Pour que la discussion puisse s'engager avec les gens qui sont pas dans la salle. Donc en tout cas, je redis mon grand plaisir d'être là et le fait que je suis très impressionné par le travail que vous avez fait. Merci beaucoup pour ce retour. Du coup, je réponds peut-être brièvement à quelques points, et puis si j'ai bien compris, on finira la discussion ensuite après la présentation d'Othello. Peut-être pour préciser que sur la partition entre effets démographiques et cohabitation notamment, il y a quand même beaucoup de choses qui étaient d'ores et déjà documentées dans la publication sur les projections de ménage, et qu'on a choisi de ne pas, le document étant déjà un peu lourd, de ne pas repréciser ici, mais voilà, normalement, tous les éléments sont connus pour reconstituer, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait la synthèse. Le tableau de synthèse avec toutes les hypothèses, je garde ça en tête. On va proposer en complément du document, mais plutôt d'ici quelques semaines, une petite annexe méthodologique, pas très longue, mais avec certains points qui sont quand même utiles pour la compréhension et qu'on n'avait pas là, qui s'insérait mal dans la lecture plus littéraire du document. Donc ce tableau d'hypothèses, ça peut être intéressant. Voilà ce que j'ai noté. Et ensuite, oui, sur la part des programmes en rue, PNRU, etc., c'est des choses qu'on a essayé d'approcher avec le nombre de logements démolis à la parcelle, mais qui sont quand même des éléments assez fragiles, difficiles à consolider et qui mériteraient éventuellement d'être vraiment directement croisés avec les emprises des projets en rue, etc., parce que c'est effectivement une part assez importante potentiellement des démolitions. Voilà, je m'arrête ici. Merci. Avant d'ouvrir la discussion, on va vous frustrer encore un tout petit peu. Frustrer ceux qui veulent intervenir, mais apporter une brique qui nous paraissait hyper importante et intéressante à avoir en tête, qui est Othello, l'outil qui permet de manipuler
ces projections, les projections démographiques de l'INSEE, et les différentes briques que vous avez vues ici, les différentes hypothèses à une échelle territoriale assez fine. Et donc ça nous paraissait intéressant d'avoir ces éléments-là parce que vous allez voir déjà le SDES et la DHUP qui est en charge d'Othello travaillent vraiment ensemble et on est bien dans l'idée de effectivement pouvoir, à partir du moment où l'État a fait le choix de ne pas donner un chiffre de ménage mais plutôt une méthode, ceci s'accompagne de la volonté de donner accès à cette méthode via un outil. Et donc, Othello va vous être présenté à la fois donc, ici dans la salle par Luc Bersejol, qui est intrapreneur Othello, à la DHUP, donc la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des territoires au sein du ministère en charge du logement, et par Olivier Dupré, qui est chef du groupe Connaissance du foncier et de ses usages au CEREMA Hauts-de-France. On a encore, on va remettre la présentation et après ce temps de présentation de cet outil, on aura un temps un peu plus, un temps de questions. N'hésitez pas à, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. J'ai vu que déjà Michel Vivini s'en avait posé une série. On y répondra lors de ce temps d'échange. Bonjour à tous, merci beaucoup Eva pour cette introduction. Vous m'entendez bien? Je considère que oui. Très bien, alors je peux commencer. Donc déjà, merci beaucoup pour cette proposition de présentation. Merci beaucoup pour cette proposition de présentation de l'outil Othello, donc l'outil d'estimation des besoins en logement porté par l'ADGLN et le CEREMA depuis maintenant quelques années. On voulait vous présenter Othello, vous représenter Othello pour ceux qui le connaissent déjà, parce qu'aujourd'hui, on est à un moment charnière de l'existence de l'outil avec la mise en production, le déploiement d'une nouvelle version de l'application Othello, qu'on va vous présenter au cours de cette présentation. Dans un premier temps, on prendra le temps de revenir sur la méthode et sur les grands principes d'Othello et également, vu que la présentation, vu que le SDES vient de nous présenter la nouvelle méthodologie d'estimation des besoins en logement, on fera une petite comparaison entre les deux méthodes puisqu'il y a quelques spécificités à l'une et à l'autre. Donc Othello, ça fait maintenant depuis 2015 que le projet existe. Ces dernières années, on s'est attelé avec le CEREMA et l'équipe Othello au global à échanger avec les acteurs locaux pour comprendre comment ils mobilisaient la méthode et comment ils estimer leurs besoins en logement avec ou sans Othello. Cette investigation, elle nous a mené à identifier un problème majeur qui est que les politiques locales de l'habitat, des documents d'urbanisme que sont les PLH, les SCOT, elles peuvent reposer sur des diagnostics incomplets, faute d'accès aux données ou d'exploitation fine de ces données. Ces diagnostics qui peuvent être également approximatifs du fait de méthodes assez hétérogènes et également insuffisamment partagées entre les collectivités, les services de l'État et les acteurs de l'urbanisme. Ce problème crée des décalages qui peuvent contribuer à plusieurs facteurs différents, par exemple une production de logements mal calibrés, une répartition inefficace de l'offre au détriment de publics précaires, ce qui engendre un effet sur le mal logement, et
ou une consommation foncière trop peu maîtrisée ou pas maîtrisée. Sur la droite de la slide, on a mis quelques indicateurs majeurs. Donc, le SDES parlait tout à l'heure d'un chiffre de 1,5 million de ménages mal logés à horizon 2050, ainsi que de 1,5 million de logements vacants potentiellement remobilisables dans les zones avec du besoin au logement. Mais le chiffre sur lequel je voulais vous attirer, c'est un chiffre qu'on a calculé en interne avec les personnes qui travaillent sur Othello, qui est l'écart moyen entre les ambitions démographiques des élus intégrés au document d'urbanisme et le scénario le plus optimiste de l'INSEE. Cet écart, il est de 10%. Donc on voit là bien l'effet que peut avoir une mauvaise estimation ou une surestimation des besoins au logement au niveau local. Donc la mission d'Othello, l'objectif qu'il vise, c'est d'aider ces acteurs locaux à définir, à travailler sur leur document d'urbanisme, à définir leur stratégie logement pour que cette stratégie, elle réponde aux besoins de leurs habitants, alors aux besoins futurs et aux besoins actuels, avec la méthode du besoin en flux et du besoin en stock qu'on partage avec le SDES, mais qu'elle réponde également aux objectifs des politiques publiques. Pour ça, on a choisi bon, il y a quelques années maintenant, une approche qui repose sur 4 grands piliers, une méthodologie d'estimation des besoins éprouvés, des données multiples et à jour sur l'ensemble du territoire, une application web, donc aujourd'hui une nouvelle application web simplifiée et opérationnelle pour les acteurs locaux, et dernièrement un accompagnement pédagogique pour les techniciens en collectivité via des formations afin de favoriser une meilleure appropriation de l'outil. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de la méthodologie. Disons que dans les grandes lignes, c'est assez semblable avec ce que peut faire le SDES, c'est-à-dire qu'on conçoit le besoin au logement comme avec une composante stock, donc mal logement, et une composante flux liée à l'évolution démographique et à l'évolution du parc. Et Othello propose pour chaque territoire, pour chaque EPCI, un résultat, propose une méthode pour estimer un résultat en construction neuve ou un objectif de remobilisation de logements, que ce soit des logements vacants ou des résidences secondaires. Peut-être sur ce point, il y a quelques différences avec la méthodologie du SDES, notamment dans le besoin en stock. Il y a certaines choses que la nouvelle publication prend en compte, qu'Othello ne prend pas en compte. Par exemple, les logements trop grands ne sont pas pris en compte dans Othello. Voilà, il y a quelques autres différences méthodologiques, notamment sur les résidences secondaires. Dans la méthodologie du SDES, on projette un besoin en résidence secondaire par rapport à l'évolution du nombre de ménages. Là-dessus, sur la méthodologie Othello, on est un peu plus aveugle. On propose à l'utilisateur de paramétrer des taux de résidence secondaire et des taux de logements vacants pour estimer le besoin en logement. Sur les données, les indicateurs qu'on met à disposition de nos utilisateurs, on a plusieurs sources de données, de multiples sources de données, avec des données de diverses origines, que ce soit sources fiscales, de recensement, de projection de population. Et là, sur les sources de données, on partage notamment les projections démographiques avec la nouvelle publication du SDES, et on utilise les projections de population, donc les projections de ménages, dans l'outil Othello. On met également en avant certains indicateurs pour aider l'utilisateur à faire son choix, avec notamment l'idée du pic de ménage, donc l'année à laquelle un territoire atteindrait son nombre maximum de ménages, ce qui correspond peu ou prou à l'année à laquelle le territoire ne devra plus construire ou n'aura plus de besoin en logement. Ça, on le met en avant, et c'est la carte qu'il y a sur la droite de la slide, on l'a vu dans la présentation précédente, à cela près que l'échelle qui est utilisée pour faire cette carte, c'est l'EPCI,
Et ça me permet de faire le lien avec les quelques spécificités de la méthode d'Othello par rapport à la publication du SDES, pour qu'Othello puisse servir aux collectivités, aux agences d'urbanisme, aux services déconcentrés. On a dû descendre à une échelle opérationnelle, donc le PCI, afin que les collectivités puissent estimer le besoin en logement et intégrer ces résultats de besoin en logement à leur document d'urbanisme. Une nouveauté de la nouvelle version d'Othello, dans l'ancienne version, on calculait un résultat global sur une période donnée. Aujourd'hui, la nouvelle version propose d'annualiser le besoin en logement, ce qui permet à un utilisateur de connaître son besoin, de projeter son besoin en logement sur des périodes plus flexibles, donc allant de 2022 et 2050, mais ça lui permet donc de calculer le besoin en logement théorique d'après son paramétrage entre 2030 et 2036 ou 2027 et 2033 pour un PLH par exemple. Une des spécificités d'Othello, c'est le PCI, et donc ça nous a demandé de retravailler les projections de ménages qui sont disponibles à l'échelle de la zone d'emploi ou du bassin d'habitat dans Othello. Ces projections, elles ont été ventilées à l'aide d'une clé de répartition dynamique pour permettre qu'Othello puisse apporter à chaque EPCI les scénarios démographiques, les projections du nombre de ménages. Alors, Othello, c'est une méthodologie, c'est des données, mais en fait, on n'apporte pas directement de résultats. C'est à l'utilisateur de construire son scénario. Il peut construire un scénario théorique, mais il peut également adapter son paramétrage à la vision politique portée par l'élu. Pour cela, il a le choix, on va dire, entre 9 scénarios démographiques, scénarios basés sur une évolution de la population et une évolution des tendances de cohabitation dans le temps. Il a la possibilité de paramétrer un taux de résidence secondaire, un taux de renouvellement urbain et de le projeter dans son horizon de projection. Et il a également la possibilité de considérer le parc de logements vacants de longue durée et d'en remobiliser une partie pour venir réduire son besoin en construction ou pour venir redynamiser des zones où la vacance aurait beaucoup cru ces dernières années. Le mal logement dans Othello est également entièrement paramétrable, c'est-à-dire qu'on peut décider de la norme de mal logement à une échelle locale et on peut considérer ou non certaines briques du mal logement. Par exemple, dans Othello, on présente l'inadéquation financière comme source de mal logement. Ça, en fonction des territoires, c'est une notion qui peut être considérée ou non comme générant un besoin en construction par les utilisateurs. Enfin, le dernier choix et le dernier choix de l'utilisateur sur le paramétrage, il est relatif à l'horizon auquel on se projette. J'en parlais à la slide d'avant, donc on peut choisir un horizon temporel entre 2022 et 2050, mais on peut également dissocier notre horizon de projection pour calculer le besoin en logement d'un horizon de résorption pour résorber les situations de mal logement qu'on aurait identifiées sur le territoire. Avant de passer la main à Olivier pour une démonstration de l'outil, je vous montre rapidement les résultats qu'on obtient avec Othello sur la nouvelle version. Donc ici, c'est des résultats issus d'un paramétrage sur le territoire de Toulouse Métropole à horizon 2050. Et donc le résultat d'Othello, c'est un besoin en construction neuve, qui est le besoin total, issu du besoin lié à l'évolution démographique et à l'évolution du parc de logement, besoin en flux, et issu du besoin pour résorber les situations de mal logement, le besoin en stock.
À cela, on a ajouté dans la nouvelle version d'Othello, pour ceux qui connaissaient l'ancienne, on a ajouté un besoin lié à la remobilisation du parc de logements vacants, que Olivier vous présentera lors de la démonstration juste maintenant. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a un écho? J'ai l'impression qu'il y a un écho, effectivement. En effet, un écho. Est-ce que les personnes dans la salle peuvent désactiver leur micro? Est-ce que c'est mieux maintenant? Je crois qu'il y a des micros qui s'éteignent. Okay. Est-ce que l'écran est partagé également? Oui, Olivier, on voit ton écran. Ah, et il n'y a plus d'écho, j'ai l'impression. Et l'écran est partagé, donc merveilleux. Bonjour à tous, donc je vais très vite essayer de... Parce que, voilà, le temps est compté, faire une très courte et un peu incomplète démonstration de l'outil. Ici, on est sur... Donc on a fait le choix de vous présenter la nouvelle version, mais qui n'est pas déployée. Elle est encore en cours de recettage et il y a des choses qui vont bouger. Il y a encore des petits bugs qu'on a identifiés. Donc voilà, ça va arriver dans le courant de l'été, je pense. Cette nouvelle version va être déployée et donc aujourd'hui on a un autre outil qui est sur l'adresse officielle d'Othello, l'ancienne version, et elle va continuer à exister cette ancienne version parce qu'évidemment on ne va pas du jour au lendemain perturber tous les gens qui sont en train de faire leur SCOT ou leur PLH sur la version actuelle de l'application et leur mettre un nouvel environnement à disposition. Donc pendant un certain temps, je ne sais pas exactement combien de temps, on va maintenir les deux versions à disposition des acteurs. Donc ici, c'est la page de la version en cours de recettage, une nouvelle version que vous voyez. Une page donc, à partir de laquelle vous pouvez accéder à différentes informations ici sur ce bandeau, notamment des éléments d'aide et de ressources, des éléments d'infographie sur la visualisation de données. Donc ça, c'est des informations que vous avez sans avoir besoin d'être connecté sur cette page d'accueil. Vous avez accès d'ores et déjà à de la donnée sur votre acteur. Si je vais sur infographie, par exemple, on peut, sur un territoire, admettons celui d'Arras par exemple, visualiser un tas d'informations sur l'évolution passée de, par exemple, la population de différents EPCI de la Rajoie, ou identifier voilà, l'ampleur des situations de mal logement telles que préparamétrées dans l'outil, mais qui sont, et on le verra tout à l'heure, largement modifiables. Donc tout ça renvoie aussi à un retour majeur qu'on a eu dans le cadre des démarches d'investigation, de questionnement des utilisateurs qu'on a menées. C'est d'une manière générale la difficulté pour les acteurs locaux de s'approprier la complexité inhérente à cet exercice d'estimation. On l'a bien vu dans le cas de la publication du DES qui a précédé, c'est quand même très complexe et les acteurs ont du mal. C'était le principal retour qu'on avait. Hein. On a évidemment des experts beaucoup aujourd'hui dans cette réunion donc, qui sont familiers de ces questions, mais on a vraiment un sujet de traduire en fait la complexité de l'exercice à une échelle locale et c'est vraiment l'enjeu majeur. C'est pour ça que sur cette page d'accueil, on peut avoir à terme, là c'est une version en recettage, mais un calendrier éventuellement des formations et puis un petit quiz pour tester les connaissances. L'idée c'est que l'utilisateur qui se connecte pour la première fois puisse voir s'il a un certain nombre de prérequis pour s'engager dans la démarche ou non. Et si ce n'est pas le cas, on pourra le renvoyer vers des contenus qui vont l'aider à acquérir ce prérequis. Donc quand on se connecte pour la première fois et qu'on a les droits, il y aura évidemment toute une gestion de droits associée à l'accès à l'outil, sur lesquels Luc va revenir un peu plus tard. On peut engager l'élaboration d'un scénario. Pour les besoins de cette démonstration et dans la mesure où on a peu de temps, je vais plutôt aller sur ce petit bouton ici où vous pouvez retrouver à tout moment vos simulations en cours déjà réalisées. Et je vais en prendre une sur Arras, je vais rester sur Arras. Et du coup, la façon dont je fais cette démonstration est un peu contre-intuitive puisque ce qu'on voit ici tout de suite, c'est les résultats que je vais retrouver de ma simulation que j'avais pu réaliser. Donc ici, on voit ce qu'a montré tout à l'heure Luc, c'est-à-dire à l'échelle du bassin d'habitat d'Arras. Je rappelle, hein, Luc l'a dit, qu'on a tous les éléments et toutes les informations et toute la richesse d'analyse à l'échelle des EPCI dans Othello, mais on invite les utilisateurs qui travaillent à l'EPCI à avoir une réflexion d'ensemble
par rapport à des EPCI voisins qui, a priori, font partie d'un même bassin d'habitat et vis-à-vis desquels, du point de vue des dynamiques démographiques ou de l'ère de marché du logement, il y a des interactions à penser. Donc ici, on voit une synthèse des besoins à l'échelle de ce qu'on appelle dans Othello donc ces bassins d'habitat, avec donc ce besoin total en logement neuf, un besoin issu des dynamiques à venir, démographiques du parc de logement, et puis un besoin en stock, donc c'est le déficit, on pourrait dire, actuel de logement sur le territoire. Le besoin total étant tout simplement la somme des deux. Ce qu'on a aussi, c'est donc la notion de logement vacant résorbé, puisque dans le cadre, on va le voir tout à l'heure, des hypothèses qui sont faites pour arriver à ces résultats, on va définir ce qu'on appelle un taux de vacance cible, à l'horizon auquel l'utilisateur souhaite se placer. Il va définir donc une cible de taux de vacances, admettons à horizon 2050, et en creux, il se définit à lui-même un objectif de remobilisation d'un certain nombre de logements vacants plutôt de longue durée, comme on le verra. Et puis on a aussi un objectif de logement à rénover, puisque dans la même logique, quand on va paramétrer les problématiques de mal logement dans l'outil, on va, à partir des statistiques disponibles, essayer d'estimer le volume de logements dégradés, de résidences principales aujourd'hui dégradées, et l'utilisateur va devoir définir la part de ces résidences principales aujourd'hui dégradées dont il estime qu'elles ne le seront plus à l'horizon 2050, et donc quelque part qu'il s'engage, qu'il espère pouvoir rénover. Donc c'est ce volume qu'on va retrouver ici, et on peut avoir des résultats plus complets à l'échelle de chaque EPCI. Donc si je vais sur la communauté urbaine d'Arras, j'ai ces mêmes résultats pour cette EPCI, mais j'ai également des précisions sur les différentes composantes du besoin liées à l'évolution démographique et à l'évolution du parc de logement. Donc là, vous voyez qu'on est sur une version en mode recettage, puisqu'on a des problématiques d'affichage qui ne sont pas encore complètement résolues. On a sur le besoin en stock les différentes composantes du besoin en stock, et puis on a le fameux aussi graphique, le graphique que montrait tout à l'heure, dont Luc montrait un exemple tout à l'heure. On a tenu, il nous paraissait déterminant dans cette nouvelle version de sortir, puisque c'était ce qui était dans la précédente version, sortir d'une vision qui était un nombre de logements global à produire sur une période, et de proposer une trajectoire en fait du besoin en logement. C'était d'autant plus nécessaire que, on le verra tout à l'heure, je vais peut-être l'illustrer tout de suite d'ailleurs, il y a un nombre croissant de territoires sur lesquels avant 2050, on va atteindre un besoin en logement qui va être égal à 0. Et donc, il fallait pouvoir donner à voir ce phénomène et cette trajectoire d'ensemble. Je vais tout de suite prendre un exemple, je ne l'ai pas montré. On a en bleu ici disons une mesure de la construction sur le territoire sur les années les plus récentes à partir des données Citadel, les besoins en logement qui apparaissent en vert. Et je vais tout de suite aller sur un autre PCI où le cas se produit, typiquement un autre PCI donc de la Rajoie, sur lequel on voit qu'avec les hypothèses qui ont été faites là, démographiques, de parc de logement, de besoins en stock, etc., sur lesquels évidemment je vais revenir après, on arrive à partir de 2042 à une situation où on a un besoin en logement qui est nul, et on identifie des logements qui du coup deviennent excédentaires sur le territoire. Et donc les acteurs vont être amenés à se poser la question du devenir, que ce soit des logements vacants, des logements démolis, des logements qui seraient affectés à un autre usage, de résidence secondaire ou de changement de destination éventuellement. Enfin voilà, il y a une mise en avant de ces éléments-là, et il n'y a surtout pas, à notre sens et à ce stade, pas de compensation. C'est-à-dire qu'on a quand même, c'est pas parce qu'on a des logements qui vont devenir excédentaires en 2042 que jusqu'en 2038 ou 2034, il n'a pas fallu répondre aux besoins en logement sur le territoire. Donc nous, on ne propose pas de faire se compenser ces volumes, même si après c'est à chaque acteur local de définir sa stratégie et de prolonger la réflexion. Voilà un peu sur les résultats qu'on obtient, et puis je vais maintenant vous revenir sur les paramètres qui ont été définis par l'utilisateur en amont de ces résultats. Donc on va aller ici tout simplement et regarder comment on peut modifier ces paramètres. Avant ça, je vais simplement indiquer qu'on peut exporter son scénario sur Othello, et un export de scénario, c'est évidemment pas que l'export des résultats, c'est aussi toutes les hypothèses associées, puisque voilà, c'est complètement indissociable les résultats et les hypothèses qui ont permis d'y arriver. Donc si je vais sur maintenant la question des paramétrages, on en a un petit peu parlé, Luc en a un petit peu parlé. Le premier choix qui a été fait par l'utilisateur et qui sera à faire dans cette version, c'est définir à quel horizon on souhaite se placer. Donc ici on a mis 2050, mais il peut y avoir évidemment d'autres choix. Donc je passe cette étape.
Le deuxième étape, elle porte sur les hypothèses démographiques qui sont évidemment centrales, avec 2 étapes cette fois. C'est aussi une différence par rapport à la version qui est aujourd'hui déployée. Dans cette nouvelle version, on a pu disposer des projections en population et en ménage, et donc on peut proposer aux utilisateurs de raisonner en 2 étapes. D'abord sur le choix d'un scénario de population. Ici, on voit les 3 scénarios proposés par l'INSEE sur la population. Donc, admettons, ici, on va faire le choix du scénario central. Et on peut le visualiser sur les différents EPCI sur lesquels on est en train de travailler. Par contre, le paramétrage sera commun sur ces questions de projection démographique, il sera commun à l'ensemble des EPCI du bassin d'habitat. Et puis ensuite, on a une étape de traduction en nombre de ménages, où à nouveau, il va falloir là faire un choix entre 3 scénarios de traduction en nombre de ménages. Donc ici, on va faire par exemple le scénario tendanciel. Et puis, je pense qu'on peut valider cette étape de projection démographique. On nous explique par ailleurs quelques éléments de contexte sur le pic de ménage, à quelle date il sera atteint, et puis quelques éléments de cadrage pour que l'utilisateur identifie bien les impacts des choix qu'il a fait. La troisième étape, elle consiste en ce que j'évoquais tout à l'heure, la définition d'un taux de vacances cible et la définition d'un taux de résidence secondaire cible. Ces choix-là, en revanche, ils peuvent être faits de manière différenciée d'un EPCI à l'autre, puisqu'évidemment, la situation et les dynamiques des EPCI peuvent être différentes de ce point de vue-là. Donc, vous pouvez faire des choix ici différents pour l'ensemble des EPCI. Donc, la façon dont ça fonctionne pour le taux de logement vacant, c'est qu'on va proposer à ce stade, dans cette version, mais on sera aussi sur une version qui sera beaucoup plus évolutive en fonction des attentes des utilisateurs. En première intention, on propose de maintenir un taux de vacances de courte durée stable et de mettre l'accent sur la question de l'évolution du taux de vacances de longue durée en proposant des scénarios de réduction du taux de vacances longue durée qui peuvent aller de 0%, donc je maintiens le taux de vacances longue durée au niveau où il est selon les données les plus récentes, jusqu'à la résorption complète des logements vacants de longue durée. Donc ici, je ne sais pas, je vais mettre 15% de diminution sur chaque EPCI par exemple. Et puis, pour le taux de résidence secondaire, là, on a le taux actuel. On peut décider à 2050, estimer, ou envisager ou espérer que le taux varie dans un sens ou dans l'autre, mais je vais maintenir les taux les plus récents observés. Et donc ici, je vais devoir faire la petite manip de mettre moins 15% sur chaque EPCI. Peut-être qu'on va faire un tout petit peu évoluer l'ergonomie pour que ce soit un peu plus automatisé de ce point de vue-là. Et donc, une fois que j'ai fait ce choix, j'ai un récapitulatif, j'ai une première étape. Alors ça, c'est aussi une évolution par rapport à l'ancienne version. L'ancienne version a imposé de traiter de toutes les hypothèses, tous les paramétrages disponibles, et il y avait un côté un peu long. Enfin, les utilisateurs nous disaient c'est difficile d'aller au bout. Au bout d'un moment, on ne sait plus trop quoi choisir, et on constatait des taux importants de découragement des utilisateurs par rapport à un parcours long dans lequel ils avaient du mal à faire des choix à chaque étape et à bien comprendre. Donc là, on propose, et c'est à ce stade une évaluation partielle, mais on propose un premier point d'arrêt. Il y aura bien évidemment des possibilités de paramétrer les taux de disparition et de restructuration du parc de logement. Pour l'instant, c'est pas... je ne vous en fais pas la démonstration, mais ce sera possible, bien évidemment. Et puis, sur le mal logement, il y a énormément de paramétrages. Donc, il ne s'agit pas de le mettre sous le tapis, mais simplement, on fait un premier point d'étape ici. On valide un certain nombre de premières hypothèses qui sont vraiment des hypothèses incontournables et qui sont les premières à réaliser sans doute pour l'utilisateur à nos yeux. Et on peut accéder donc à un premier résultat sur lequel on va ensuite itérer et qu'on va venir encore modifier en fonction d'autres éléments, ceux que j'ai évoqués notamment. Donc voilà, sur la façon dont globalement ça fonctionne, j'ai déjà plus beaucoup de temps, donc je vais pas aller beaucoup plus loin. Vous avez compris qu'on a ensuite un paramétrage du mal logement, je vais simplement l'indiquer, qui est ici, et donc sur lequel on va retrouver toute une série de possibilités. Vous pouvez ne pas prendre en compte le mal logement sur le territoire si vous le souhaitez. Vous pouvez le prendre en compte de tout un tas de manières différentes. Donc là, on est pour l'instant assez proche de ce qui pouvait exister dans la version déployée actuellement. Mais on y reviendra tout à l'heure en réflexion aussi sur l'accompagnement à offrir aux utilisateurs dans les choix qui sont normatifs et qui sont très inconfortables pour eux à faire. Donc c'est aussi un retour important qu'on a, donc on aura l'occasion d'y revenir.
Mais voilà, pour prendre un exemple et n'en prendre qu'un de paramètres sur le mal logement, je vais prendre peut-être l'inadéquation financière. Ici, vous pouvez définir le taux d'effort que vous estimez, à partir duquel on va estimer qu'il y a une dépense anormalement élevée en logement. Admettons ici 33%, 33% des revenus des ménages. Et puis, vous allez pouvoir définir la part des logements qui sont aujourd'hui concernés par cette dépense excessive en logement, qui vont être, à horizon 2050, pouvoir rester des résidences principales tout à fait utilisables, puisque soit les ménages, les loyers, les prix seront différents, soit les revenus des ménages qui les occuperont seront différents et on n'aura plus cette situation, soit il y a peut-être une part de ce parc dont on va considérer qu'il est structurellement, en tout cas de ces situations qu'on souhaite prendre en compte, et donc on peut conserver une part de ces situations comme générant un besoin en logement supplémentaire. Voilà, je pense avoir à peu près terminé cette démonstration et on pourra éventuellement répondre à différentes questions par la suite. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors effectivement, les questions ont commencé à pleuvoir, mais c'est top. Peut-être commencer sur la question donc des... Excusez-moi, Eva, il y avait une suite, je crois, de présentation de la part de Luc. Excusez-moi, on n'a pas tout à fait terminé. Si on a le temps, après tu nous dis si on n'a pas le temps. Oui, non, c'est juste comme vous avez arrêté les slides. C'était pour changer le partage, mais en fait... Il n'y a pas de problème. On peut aller assez vite sur les slides qui nous restaient à présenter. Alors, normalement, on peut... Voilà. Donc, une information assez importante sur qui a accès à l'outil Othello. Voilà, la liste des utilisateurs qui peuvent accéder à l'outil Othello, c'est les collectivités territoriales, les services de l'État, les agences d'urbanisme, les bureaux d'études et également les chercheurs dans le cadre d'un partenariat. Donc voilà, vous, chercheurs, si vous souhaitez accéder à l'outil Othello, vous pouvez nous contacter et on verra pour rédiger un cadre de partenariat. Quelques informations ensuite sur l'utilisation d'Othello. Donc, Othello est une start-up d'État maintenant depuis 2023. Durant l'année 2024, on a expérimenté l'utilisation de l'outil en accompagnant des territoires dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Et voilà, il y a plusieurs cas d'utilisation qui nous ont été très utiles pour créer cette nouvelle version d'Othello. On a pu accompagner une quinzaine de documents d'urbanisme, en tout cas s'assurer que Othello avait été mobilisé et utile pour 15 territoires, 15 documents d'urbanisme différents. Et ça leur avait permis notamment de bien estimer leurs besoins en logement, d'être à l'aise avec les estimations et les scénarios qu'ils pouvaient faire, mais également de prendre des engagements sur la résorption du mal logement, avoir un objectif chiffré de production de logement pour réduire le nombre de ménages précaires sur un territoire. Et également, ils ont pu s'engager sur un nombre de logements vacants à remobiliser au travers des résultats d'Othello, des paramétrages qu'on leur avait proposés. Je vais assez vite sur ce retour d'expérience sur la communauté urbaine d'Arras. On pourra vous transmettre les slides si vous le souhaitez. Pour finir par, un peu comme l'a fait tout à l'heure Béatrice, les angles morts de la méthode Othello. Et on voulait les lister aussi ici parce que c'est voilà, parmi ces angles morts, là il y a plein où ce n'est pas la raison d'être d'Othello, et donc on ne souhaite pas travailler par exemple à une déclinaison du besoin en logement à l'échelle communale, en tout cas pas dans les prochains mois. Pareil pour l'impact du changement climatique sur le besoin en logement, c'est pas qu'on ne souhaite pas le faire, c'est plus qu'on n'en a pas les moyens aujourd'hui et qu'on voulait porter à la connaissance de ce groupe les différents angles morts qu'on pouvait avoir pour potentiellement susciter des idées et des conseils de la part de la communauté apprenante. Voilà, et ensuite on pensait avec l'équipe Othello monter un groupe de travail
autour de la méthodologie utilisée dans l'outil Othello, on a plusieurs points méthodologiques qui pourraient potentiellement être améliorés, notamment sur la façon dont on considère le mal logement dans l'outil, sur les aides qu'on pourrait mettre à disposition des utilisateurs, des collectivités, alors que ce soit des indications statistiques ou alors des propositions de solutions locales. Mais voilà, il y a des grands sujets autour du mal logement au niveau local et de sa traduction dans Othello qui mériteraient qu'on y réfléchisse et qu'on passe du temps ensemble à travailler dessus. Et sinon, donc Olivier l'a dit, hein, cette version, elle est pour l'instant mise à disposition de certains territoires, donc des territoires sur les régions Grand Est et Hauts-de-France, qu'on a pu accompagner, sur lesquels on a pu déployer l'outil de façon privilégiée ces derniers mois, et on transmettra l'information à Eva et à Lola lorsque l'application sera disponible à l'échelon national, pour que vous puissiez prendre en main cette nouvelle version de l'outil. Et ça nous permettra, nous, de continuer à améliorer cette version-là pour qu'elle ait le plus d'impact possible sur les politiques locales de l'habitat et sur la thématique du besoin en logement en général. Voilà, j'ai fait un peu vite. Non, mais pas de problème. Peut-être tu peux remontrer la slide sur les angles morts, qui est quand même une slide importante. Un grand merci pour cette présentation. Effectivement, je pense qu'il y a à la fois beaucoup de questions, à la fois donc Bernard Colos qui nous dit que voilà, il y a aussi un temps de lecture qui s'ouvre. C'est l'avantage et l'inconvénient d'avoir un document de 80 pages en prime time. Et donc effectivement, si besoin de refaire un temps après l'été, après lecture approfondie et de nouveaux débats, on l'organise avec plaisir. Voilà, il y a peut-être voilà, c'est aussi l'idée de proposer un groupe de travail, c'est de pouvoir continuer à discuter de façon un peu plus approfondie pour ceux qui sont intéressés. Ça fait aussi un peu partie pour nous des enjeux à proposer à la fois des temps assez courts pour qu'il y ait une montée en compétence d'un grand nombre de personnes et des temps plus longs pour ceux qui vraiment vont travailler sur l'outil et y consacrer du temps. Alors, il y a des questions auxquelles on a répondu, mais donc effectivement, non, Othello ne permet pas encore la projection des besoins par taille de logement ni par statut d'occupation. Mais je pense que s'il y a des gens intéressés, l'intérêt est avéré. Enfin, on en a parlé d'ailleurs, nous, ça fait partie des points qu'on liste dans l'appel à la recherche, du fait qu'on ne sait pas faire ça pour le moment. Il y a une petite question sur, je commence par les questions simples et ensuite on va arriver aux questions un peu plus complexes, sur l'existence d'une API pour l'interroger de manière automatisée dans un exercice de scénarisation nationale. Alors ça fait partie des améliorations qu'on souhaite porter dans la nouvelle version. C'est pas aujourd'hui disponible, mais effectivement c'est quelque chose auquel on a pensé. Je peux pas en dire plus aujourd'hui, j'ai pas de date exactement à laquelle l'API sera disponible. Mais... Voilà. Pardon, non, je disais juste qu'aujourd'hui il n'y a pas d'API, mais à l'avenir il pourrait y en avoir une. Ça fait partie des améliorations qu'on souhaite pousser dans la nouvelle version de l'outil. Une autre question en disant, est-ce que dans l'outil, on peut paramétrer une augmentation de la vacance? Parce que quand on observe sur les territoires, il y a beaucoup de territoires où la vacance structurelle augmente. Est-ce qu'on peut faire des hypothèses pessimistes? Alors, la nouvelle version de l'outil Othello ne le permet pas. Donc, ce qu'on a voulu prôner, c'est permettre à l'utilisateur de faire des choix vertueux, on va dire, de remobiliser une partie du nombre de logements vacants. L'ancienne version le permettait, donc on pouvait avoir un taux de vacances de 100% en fin d'horizon de projection si on le souhaitait. On a décidé de mettre quelques garde-fous supplémentaires dans la nouvelle version de l'outil. Donc cette fonctionnalité-là de paramétrer à la hausse ou même de façon tendancielle l'évolution de la vacance n'est pas permise dans l'outil. Elle pourrait l'être
du point de vue code de calcul. Enfin, c'est juste un garde-fou qu'on aurait à enlever si on souhaitait faire tourner la méthodologie à l'échelon national. Alors, on pourrait considérer une hausse du pourcentage de logements vacants. Dans l'application web, on ne souhaite pas permettre cette possibilité, sauf demande contraire et besoin contraire des utilisateurs. Question suivante, une question pour savoir comment ça s'articule, comment l'offre Othello s'articule avec les bureaux d'études. Est-ce qu'il y a une stratégie d'articulation? Est-ce que ça vient remplacer le travail des bureaux d'études? Enfin, comment est-ce que ça se joue? Alors, déjà, je réponds. Olivier, si tu veux répondre aussi, enfin, tu me coupes. Hein. Mais sur les bureaux d'études, Othello donc, est accessible aux bureaux d'études, peut être mobilisé par les bureaux d'études. On en a déjà un certain nombre qui nous ont fait des demandes d'accès pour accompagner des territoires sur l'estimation des besoins en logement. Donc on n'a pas vocation à remplacer en fait l'idée d'Othello, c'est aussi d'apporter une méthodologie partagée à tous les acteurs qui travaillent sur la question du besoin en logement, que l'idée c'est que le service déconcentré qui doit faire importer à connaissance pour un document d'urbanisme et la collectivité qui doit rédiger et élaborer sa stratégie logement parlent le même langage et puissent discuter des scénarios, des hypothèses plutôt que de la méthodologie. Donc c'est ça l'ambition première, c'est de permettre aux utilisateurs de faire des choix, des scénarios sur le besoin en logement tout en considérant un potentiel de remobilisation dans le parc existant par exemple. On a ensuite des questions plus sur l'évaluation du besoin en logement. Une première question sur les migrations pendulaires subies. Est-ce que pour l'instant, il y a une manière d'appréhender ces questions-là? Et sinon, comment est-ce qu'on pourrait le faire à terme? Et aussi une question sur la cohabitation forcée, en disant, mais est-ce que si on ne s'intéresse que aux besoins en logement qui sont déclarés comme forcés, qui sont inscrits dans le SNE, est-ce qu'on ne sous-estime pas très fortement ce besoin? Je peux commencer à répondre. N'hésite pas à compléter, Luc. Sur les migrations pendulaires subies, non, ce n'est pas directement pris en compte. Et en fait, de toute façon, nous, on est sur une échelle qui est quand même assez large de la zone d'emploi, donc il faudrait que ce soit, pour pouvoir le prendre en compte, des migrations pendulaires entre zones d'emploi, vu que sinon on est vraiment agnostique sur la localisation des besoins au sein d'une zone donnée. Et donc si c'était des migrations pendulaires entre zones d'emploi qui sont subies, je pense qu'il nous faudrait encore un autre biais en termes de sources de données pour connaître ce type de situation. Et là, j'avoue que immédiatement, j'ai du mal à voir comment on pourrait les appréhender. Pour ce qui est des cohabitations subies, là encore, on est sur une question de disponibilité des données. L'avantage des données SNE, c'est quand même qu'on est sûr, enfin donc des demandeurs de logements sociaux, c'est qu'on est sûr que ce besoin se manifeste et donc qu'il existe. On est quand même à peu près sur le type de besoin qu'on veut évaluer et par ailleurs, on est sur une source qui est territorialisée et qui permet donc d'avoir une territorialisation assez fine. On est sur des ordres de grandeur qui ne sont pas complètement incohérents avec ceux qu'on peut avoir à une échelle agrégée par le biais, par exemple, de l'enquête logement, même si les questions de l'enquête logement ne permettent pas forcément de reconstituer exactement le chiffre cible, mais en termes d'ordre de grandeur, a priori, effectivement, il y a une part de la demande qui ne s'exprime pas, notamment quand on est face à des temps d'attente pour un logement social qui peuvent être extrêmement longs. En Ile-de-France notamment, on va avoir effectivement une sous-estimation, mais je pense, au vu des autres éléments disponibles, qu'elle est à peu près limitée. Une autre question pour le SDES. Est-ce qu'avec les évolutions méthodologiques, vous parlez toujours de la demande potentielle
Et sinon, est-ce que vous avez évolué sur le terme utilisé? Non, justement, maintenant, on est bien sur des besoins en logement. On l'assume, mais c'est aussi ça qui fait qu'on n'est plus seulement sur cette perspective de projection pure des tendances passées, ce qui était plutôt quand même le cas auparavant. Auparavant, il y avait l'idée de se dire la résorption du stock, on n'est pas sur donc la résorption du mal logement, on n'est pas sur de la projection de la tendance passée, on fait directement une hypothèse normative très forte. Et donc, voilà, on ne va pas sur le terrain du besoin en logement pour cette raison-là, justement. Là, la nouvelle approche, c'est de dire on assume de prendre en compte cette brique, de l'intégrer, donc de bien être sur une définition a priori qui se rapproche de celle du besoin. Par contre, on ne se prononce pas sur l'horizon de résorption, tout comme on ne se prononce pas sur l'ampleur de la mobilisation du parc existant. Voilà. Donc on ne parle plus de demande potentielle, on parle bien de besoin. Oui, le chat est très actif. Donc, Olivier aussi, si je vois que tu suis le chat, n'hésite pas à répondre à l'oral. Hein. Il y a effectivement aussi des questions un peu sur les limites des données, mais qui sont... Ça reste une des limites de l'outil. Aussi, donc, souligner une contribution d'Ahmed Saïb de Strasbourg sur le fait que un angle mort à son sens de la méthode, c'est la question du niveau des migrations qui peut fortement jouer sur le volet démographique à l'échelle locale. Donc avec le cas par exemple de Strasbourg où il y a eu peu de construction dans un contexte de périurbanisation et donc des résultats ONFAL qui sont assez faibles. Non, simplement sur ce point, on avait déjà eu l'occasion de discuter de ça. Dans la nouvelle application d'Othello, on aura un module qui permettra d'importer des projections à façon, donc de s'écarter potentiellement des projections issues du modèle ONFAL en termes de population. C'est des projections qui peuvent être assez critiquées au niveau local et ça fait partie des raisons principales de la non-utilisation d'Othello ou juste des données lorsqu'on a fait l'investigation auprès des acteurs locaux. Voilà, donc dans la nouvelle version, on pourra importer des projections à façon avec des niveaux de migration potentiellement différents. Deux autres questions. Une question sur comment le modèle aborde la grande hétérogénéité de certains grands EPCI. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne descend pas en dessous de l'échelle de l'EPCI. Donc là, c'est charge aux personnes de ces EPCI de choisir comment elles vont traiter ce cas-là. Et une question également, donc savoir si il était envisagé que le SDES travaille sur les distributions de revenus des ménages actuels et en projection pour l'intégrer aux besoins en logement. Moi, je trouve que ce serait un bon travail pour un groupe de travail à minima. C'est pas totalement l'étude. Enfin, on travaille sur les revenus. Enfin, on mène des études actuellement sur les revenus des ménages, mais pas forcément dans cette optique de l'intégrer dans les projections. Mais enfin voilà, on a les résultats de l'ENL qui vont nous permettre de calculer des taux d'effort. Et puis on travaille par ailleurs. On essaie de regarder les différences de revenus selon l'occupation des logements. Et donc à voir voilà, si on pourra faire ce lien. Mais pour l'instant, c'est pas prévu, mais je le note. Et pardon, une dernière, le chat est très très dynamique, c'est top. Il y avait une remarque sur le fait que effectivement, il y a peut-être aussi encore un travail sur les taux d'effort, etc., pour bien capter les besoins des personnes mal logées. Là-dessus, je me permets peut-être de préciser, c'est vrai que c'est un point que je n'ai pas donné, enfin, dit dans la présentation, on en parle un peu dans la publication.
Nous, on essaie vraiment d'évaluer un besoin en logement et en construction neuve, pas un besoin en logement social ou en logement abordable. C'est vraiment deux notions qui sont pas orthogonales, évidemment, qui se recoupent en partie, mais l'une n'est pas un sous-ensemble de l'autre, et ça, c'est important de le rappeler, et notamment sur la question de la façon dont on répond à des personnes qui ont un taux d'effort trop élevé actuellement dans leur logement. C'est pas forcément en proposant un autre logement au ménage, ça peut être par, mettons, des aides financières ou des dispositifs qui lui permettraient, je sais pas, de racheter son logement. Il y a plein de choses qui existent en termes de politique du logement qui ne sont pas du tout de l'ordre de la construction neuve, et donc voilà, nous, la publication, elle se concentre vraiment sur cette question du besoin en unité physique supplémentaire et pas sur la question du besoin en dispositif supplémentaire pour permettre à des ménages d'avoir un taux d'effort acceptable. Et je relais un dernier échange sur le chat aussi sur les questions de rénovation sur lesquelles effectivement les données sont assez mauvaises. Et donc les propositions d'Othello s'adaptent à la réalité de ces données. Il est 12h26, c'est important pour nous de terminer à l'heure, de respecter nos promesses. Un immense merci à tous et aussi à tous nos partenaires, parce que donc on a beaucoup vu le PUCA, mais derrière le PUCA, il y a aussi l'USH, Idéal, la Caisse des dépôts, l'ANA, la CNAF et l'ADEME qui étaient présents là dans les débats aussi, l'AORIF et Laura Ochelem qui nous soutiennent, notamment financièrement, et qui vont nous permettent d'envisager le programme dans toute son ambition. Un immense merci à nos présentateurs qui ont été très clairs et très rapides sur un sujet où lisez les publications, revenez avec des questions, on pourra refaire des temps un peu plus détaillés. On avait avec Lola des questions un tout petit peu pratiques pour ceux qui ont encore 1 minute, à savoir est-ce que vous avez lu et reçu la newsletter ? Est-ce que vous vous êtes bien inscrit dans la cartographie des ressources de la communauté ? Et enfin, saluer donc Lola qui a organisé intégralement cette dernière conversation et dont ce sera l'une des dernières grandes réalisations pour nous, puisque Lola part ensuite au Césé pour un poste qui va être passionnant. Et donc un grand merci à Lola que vous avez quand même beaucoup côtoyé par mail et qui rejoint d'autres horizons à la fin de son alternance. Oui, il nous est demandé si les supports de présentation pourront être transmis. La réponse est oui. Et j'avais une demande ou une suggestion. Il y a un certain nombre de questions du chat pour lesquelles il n'a pas été donné forcément de réponses précises. On peut enregistrer ce chat-là et on se permettra peut-être de l'envoyer à nos intervenants qui sont libres d'y répondre ou pas. Mais voilà. Et puis moi j'avais des questions, mais je les garde pour après. Et je vois que la newsletter a été bien reçue, donc top. Merci beaucoup encore à tous. Prochain rendez-vous donc pour les chercheurs, 22 août, dernière date si vous voulez candidater à notre appel à recherche. Et prochain rendez-vous de la communauté qui est fixé le 18 septembre où on va plutôt parler de comment on pense le besoin, comment on pense les aspirations des ménages à l'aune de la transition écologique et comment elles peuvent évoluer avec l'IDRI qui a travaillé sur un peu comment on pouvait scénariser les différents types de ménages et Leroy Merlin Source qui travaille depuis très longtemps sur les questions un peu d'appréhension sensible des besoins. Donc changement total de façon d'aborder la question. N'hésitez pas à réagir par mail, à nous renvoyer des questions. On animera et on maintiendra ce rôle de lien de la communauté. Un grand merci à tous.